Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 14 mars. Le bilan des victimes du génocide de l'entité sioniste contre le peuple palestinien à Gaza ne cesse de s'aggraver, dépassant en 160 jours les 31 340 martyrs et 73 130 blessés. Les Palestiniens luttent contre les armes destructrices de l'entité sioniste, mais aussi contre la famine. En ce mois de Ramadan, les bénévoles redoublent d'efforts pour nourrir les habitants à Gaza, toujours sous un siège total. Reportage dans ce journal. En Russie, plus de 112 millions d'électeurs sont attendus demain aux urnes pour élire leur président parmi les 4 candidats en lice, dont le sortant Vladimir Poutine. TikTok ravive les tensions commerciales américano-chinoises après un vote au Congrès américain qui renforce une menace d'interdiction aux États-Unis de l'application chinoise au nom de la sécurité nationale. Bonsoir à tous. 160 jours après son déclenchement, le génocide perpétré par les forces de l'occupation sioniste contre les Palestiniens de la bande de Gaza continue. En ce 4e jour de Ramadan, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés. Ainsi, 9 Palestiniens sont tombés en martyrs et 15 autres ont été blessés dans un bombardement de l'armée sioniste contre une maison dans le camp de Breij, dans le centre de la bande de Gaza. Les victimes ont été transférées à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah. Par ailleurs, 7 martyrs palestiniens et 86 blessés sont arrivés au complexe médical d'El-Shifa suite aux tirs à balles réelles des forces d'occupation sur un rassemblement de citoyens qui attendaient l'arrivée de secours dans le quartier El-Zaytoun, au centre de la bande de Gaza. Les avions de combat de l'occupant sioniste ont bombardé également des maisons dans la région d'El-Moukhraqa, dans le camp de Nusayrat et dans la ville d'El-Zahra. À l'est de Khan Younes, cette fois au sud de la bande de Gaza, au moins 15 Palestiniens sont tombés en martyrs lorsque l'artillerie de l'occupation a bombardé plusieurs maisons. Les navires de guerre de l'occupant sioniste ont également tiré des obus qui sont tombés près des tentes des déplacés à Al-Mawasi, à l'ouest de Khan Younes, et dans la ville de Rafah, à l'extrême sud. Plusieurs Palestiniens ont été blessés dans un bombardement ayant visé une maison du quartier d'El-Junaina. Et toutes ces victimes viennent s'ajouter à un bilan qui s'alourdit constamment. En 160 jours d'agression, plus de 31 340 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 73 130 ont été blessés, selon le ministère palestinien de la Santé. Détail avec Kherdem Bataj. 160 jours d'agression sioniste à Gaza, près de 6 mois que les Palestiniens subissent les affres d'un génocide auquel l'humanité n'a jamais assisté auparavant. Israël tue par tous les moyens à Gaza. Si les bombardements incessants sont devenus monnaie courante chez l'armée d'occupation, d'autres armes de guerre, reconnues comme telles par la communauté internationale, à l'image de la faim, sont utilisées à des fins d'extermination du peuple palestinien. Au moins 27 enfants sont déjà tombés en martyrs à cause de la famine. L'entité sioniste tue, détruit et annihile toute forme de vie à Gaza, aveuglément, violant toutes les règles du droit international et humanitaire. Selon les statistiques globales rendues publiques par le ministère de la Santé à Gaza, le nombre de victimes parmi les femmes et les enfants est évalué à près de 24 000 martyrs, soit 72% du total. Un chiffre effarant qui retranscrit l'horreur de Gaza, plongée sous cette agression barbare.
Dans l'enfer de Reza vivent désormais plus de 17 000 enfants sans parents. Pire, beaucoup d'entre eux n'ont plus de famille. Parmi les 73 000 blessés palestiniens, environ 11 000 personnes atteintes de cancer souffrent le martyre en l'absence de médicaments, bloqués au niveau des points de passage frontaliers par l'entité sioniste, sans parler des 60 000 femmes enceintes qui courent à un réel danger de mort en compagnie de leur progéniture. Israël tue à Reza, notamment ceux qui ont hérité de la noble mission consistant à sauver les vies humaines. Ainsi, les statistiques montrent que pas moins de 364 membres du personnel médical ont rejoint leur dernière demeure dans les hôpitaux, honteusement bombardés à leur tour. En 60 jours de génocide, l'unique voix qui tente de projeter au monde le vrai visage de l'entité sioniste a elle aussi payé un lourd tribut. Au moins 160 journalistes ont été froidement abattus par l'armée d'occupation. La machine de destruction sioniste n'épargne rien ni personne à Reza, 100 établissements scolaires et universitaires, 223 mosquées et 70 000 maisons ont été réduites en ruine par les bombardements sionistes. Et je vous en parlais en titre, alors que les musulmans à travers le monde ont entamé le mois de Ramadan, synonyme de piété, de partage et de convivialité. Ceux de Gaza n'ont autre choix que de se tourner vers les bénévoles, eux-mêmes victimes du génocide de l'entité sioniste. L'entraide est devenue le maître mot pour survivre à la famine. Souhila Kilal. Un Ramadan à Reza, ce mois sacré de piété et de solidarité, prend tout son sens ici à Rafah. Des bénévoles, eux-mêmes victimes du génocide, se mobilisent pour offrir de la soupe aux lentilles et du riz chaud aux populations et leur permettre d'avoir de quoi rompre le jeûne à la fin de la journée. Nous sommes au début du Ramadan et nous souffrons du manque de ressources pour cuisiner. Chaque jour, nous avons 35 marmites. Ce n'est pas suffisant. Les déplacés ne trouvent rien à manger. Regardez les gens, ils sont partout à cause de la nourriture. Je meurs de faim et je veux avoir l'iftar, mais je n'y arrive pas. Un Ramadan au plein milieu d'une guerre génocidaire et d'une crise humanitaire sévère. Les Rezaouis n'ont jamais rien vécu de tel. Les ramadans des années précédentes, les gens étaient heureux. Il y avait des décorations et de la nourriture. Mais cette année, c'est la tristesse et le désespoir. 30 000 martyrs et un grand nombre de blessés et de déplacés. Ce ramadan est complètement différent. J'ai 60 ans et je n'ai jamais eu un ramadan comme celui-ci. Toujours à Rafah, la famille Rizq s'apprête à rompre le jeûne au beau milieu de leur maison en ruine. Après avoir fui les bombardements, cette famille a décidé de revenir chez elle, mais plus rien n'est comme avant. Le dernier Ramadan était formidable, mais cette année, ce n'est pas le cas. Beaucoup de choses ne sont plus là. Mes sœurs, ma famille, notre maison a été détruite. Il n'y a rien que nous puissions offrir aux enfants. Ni nourriture, ni viande. Nous mangeons seulement de la soupe et des boîtes de conserve. Le mois sacré du Ramadan normalement festif est cette année marqué par la mémoire des 31 341 victimes de la barbarie sioniste. Malgré leur tristesse, les Rezaouis restent solidaires et perpétuent l'entraide, une des valeurs de ce mois béni. Et à l'heure où des Palestiniens meurent littéralement de faim, un groupe d'enfants est descendu dans les rues de la ville de Gaza, frappant sur des ustensiles vides pour protester contre les graves pénuries alimentaires provoquées par les bombardements et le siège total imposé par l'entité sioniste, appelant le monde à agir. Nous sommes ici pour dire au monde que nous avons faim et que nous voulons respecter nos droits humains les plus fondamentaux, à savoir la survie. Nous voulons de la nourriture, nous voulons de la farine, nous voulons le strict nécessaire pour survivre. Et à l'issue d'une réunion à huis clos sur l'aide à Gaza, justement, avec pour objet de finaliser les détails sur la construction d'une jetée sur les côtes de la bande de Gaza pour débarquer des cargaisons d'aide, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a dénoncé l'utilisation de la faim comme arme de guerre, appelant l'entité sioniste à ouvrir les points de passage.
Maintenant, c'est quelque chose qui va prendre du temps à mettre en place, même si nous y travaillons aussi rapidement que possible. Et je tiens à souligner que c'est un complément et non un substitut aux autres moyens d'obtenir de l'aide humanitaire. Vers Gaza, et en particulier les routes terrestres, restent le moyen le plus critique pour acheminer l'aide vers Gaza et vers les personnes qui en ont besoin. De son côté, l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, a appelé l'entité sioniste à ne pas entraver les efforts humanitaires de la communauté internationale et à autoriser davantage de fournitures d'aide urgentes dans la bande de Gaza. La population à Gaza est confrontée aux déplacements, aux bombardements, à la guerre. Les magasins manquent de produits de première nécessité. Ce qui était autorisé à entrer était très limité. Nous avons constaté une légère augmentation du nombre de camions autorisés à y entrer. Et ce n'est pas suffisant. Dans l'actualité également, la question palestinienne est désormais partout, outre les poursuites judiciaires engagées contre l'entité sioniste pour ses crimes dans la bande de Gaza. L'Afrique du Sud vient d'annoncer que les binationaux sud-africains, dont il est prouvé qu'ils ont rejoint les rangs de l'armée d'occupation sioniste, seront arrêtés à leur retour au pays. Détail avec Tinhin El-Makassi. Face à l'ampleur de l'offensive génocidaire de l'entité sioniste à Gaza, l'Afrique du Sud continue à déployer les termes les plus durs pour rendre justice au peuple palestinien. Et ce, même quand les auteurs de ces crimes odieux sont ses ressortissants. En effet, la chef de la diplomatie sud-africaine a affirmé lors d'un événement de solidarité avec la Palestine que ses concitoyens qui combattaient dans les rangs de l'armée sioniste ou à ses côtés à Gaza seraient arrêtés à leur retour, ajoutant que ceux qui possédaient la double nationalité pourraient se voir retirer leur citoyenneté sud-africaine. Ce n'est pas la première fois que la diplomate monte au créneau concernant les Sud-Africains qui seraient engagés dans l'armée sioniste. En décembre dernier déjà, Nadli Pandor se disait préoccupé à ce sujet, même si pour le moment le nombre de ces combattants reste encore inconnu. Entre Pretoria et l'entité sioniste, les relations sont aux dents de scie depuis la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Et l'offensive génocidaire du 7 octobre est venue les rompre, puisque les députés sud-africains ont voté en novembre dernier en faveur d'une motion visant à fermer l'ambassade et suspendre les relations diplomatiques avec l'entité sioniste. Et surtout, le pays d'Afrique australe a porté ce génocide à la plus haute juridiction de l'ONU, avec pour objectif condamner l'entité sioniste pour génocide et dénoncer les complicités occidentales. Et 9000, c'est le nombre de femmes et filles palestiniennes tombées en martyrs depuis le début de l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Un chiffre mis en avant notamment par la ministre algérienne de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Kerikou, lors d'un débat public organisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Leïla Gertali revient. Quand les femmes deviennent les premières victimes des guerres, la guerre contre Gaza en est la parfaite illustration de l'horreur. Au 160e jour de l'agression sioniste sur Gaza, le nombre des Palestiniens martyrs dépasse les 31 341, dont la moitié sont des femmes et des enfants, la catégorie la plus vulnérable. Depuis New York, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, la ministre algérienne de la Solidarité et de la condition de la femme, Kautar Kerikou, a mis l'accent sur cet aspect, expliquant auprès des délégations présentes qu'il est impossible d'aborder le sujet sans évoquer les souffrances du peuple palestinien, notamment des femmes qui continuent de souffrir depuis la Nakba. Depuis le début de l'agression contre la bande de Gaza, isolée, 9000 femmes et filles sont tombées en martyrs. 63 femmes et 37 mères sont tuées chaque jour, soit 2 mères par heure, tandis que 75% des blessés sont des femmes.
Des chiffres énoncés par la ministre algérienne de la Solidarité qui donnent froid dans le dos et rendent compte de l'ampleur du désastre humain perpétré à Gaza. En termes plus clairs, il s'agit d'une guerre contre les femmes. 75% des blessés sont des femmes. Cette guerre est menée contre les femmes palestiniennes, les enfants palestiniens. Ceux qui prônent la cause juste des femmes ne doivent pas rester silencieux. Ils doivent demander à ce qu'il soit mis un terme à cette barbarie qui vise les Palestiniens. Pour conclure, Monsieur le Président, atteindre les objectifs de la résolution 1325 et la résolution 2250 exigent des efforts concertés à tous les niveaux. La ministre a ainsi exhorté les parties impliquées dans cette guerre injuste à stopper immédiatement cette machine meurtrière et sauvage qui s'abat contre les Palestiniens et où tous les droits sont bafoués, y compris ceux des femmes et des enfants palestiniens. En parlant de la diplomatie algérienne, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé ce jeudi à Addis Abeba, en Éthiopie, chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Attaf doit participer notamment aux travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine. Dans l'actualité africaine également, le président nigérian Bola Tinubu a ordonné l'ouverture de frontières terrestres et aériennes du Nigeria avec le Niger avec effet immédiat. Par la même occasion, Abuja a décidé de lever toutes les sanctions économiques, financières et commerciales imposées au pays au lendemain du changement non constitutionnel du 26 juillet 2023. Une décision faisant suite à celle des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui ont annoncé la levée des sanctions imposées au Niger. Et je vous le disais en titre, plus de 112 millions d'électeurs russes sont attendus demain aux urnes pour élire leur président parmi les 4 candidats en lice, dont le sortant Vladimir Poutine, lors d'un scrutin qui s'étalera sur 3 jours. Naïla Hamouda. Quelques heures avant l'ouverture des bureaux, les Russes se préparent à voter. Plus de 112 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. L'élection présidentielle russe se tiendra du 15 au 17 mars dans tout le pays, mais également dans les nouveaux territoires de l'extrême sud-ouest, tels que Mariupol, certaines régions de Zaporizhia et Donetsk, où le scrutin avait débuté avant le 6 mars. Des votes anticipés ont eu lieu pour recueillir les voix de pas moins de 1,9 million d'électeurs à l'étranger. Les élections ont ainsi commencé le 25 février dans les régions les plus isolées. 4 candidats sont en lice pour ce scrutin. Vladimir Poutine, président sortant, qui vise un 5e mandat, sera face à Leonid Slutsky, Nikolai Karitonov et Vladislav Davankov. Des délégations de 36 pays, dont des représentants de 5 organisations interparlementaires, se rendent en Russie en tant qu'observateurs internationaux de l'élection présidentielle russe. À la veille de ce scrutin, le président Poutine a appelé les Russes à participer aux élections présidentielles. Demain 15 mars, les bureaux de vote ouvriront dans tout notre vaste pays. Une période de vote de 3 jours pour l'élection du président russe va commencer. C'est la 8e fois qu'elle a lieu en Russie, ce qui montre l'inviolabilité de l'un des principes fondamentaux d'un État démocratique, la régularité des élections. Ces résultats auront un impact direct sur le développement du pays dans les années à venir. Malgré les sanctions occidentales qui pleuvent sur Moscou depuis le début de l'opération spéciale en Ukraine, l'économie russe reste résiliente. Elle a connu un important rebond atteignant 3,6% de croissance, bien loin devant celle de la zone euro, malgré des difficultés sectorielles et une inflation persistante de 7,7% en février 2024. Les résultats seront annoncés peu de temps après la fermeture des bureaux de vote. Le président élu sera investi le 7 mai prochain pour un mandat de 6 ans à la tête du Kremlin. Va-t-on vers l'interdiction de TikTok aux États-Unis ? Eh bien, l'avenir de l'application chinoise est sérieusement compromis, et ce après un vote au Congrès américain qui renforce une menace d'interdiction aux États-Unis de TikTok au nom de la sécurité nationale, ce que la Chine a jugé d'injuste. Safouane Ben Sabri.
Ils sont plusieurs influenceurs à s'être réunis devant le Capitole américain, manifestant contre le projet de loi de la Chambre des représentants à l'encontre de leur application favorite. TikTok, l'application 1,2 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, est l'enjeu d'un bras de fer sino-américain. Les membres de la Chambre des représentants américains ont adopté à une large majorité un projet de loi visant à obliger TikTok à couper ses liens avec Pékin, sous peine de ne plus pouvoir diffuser ses contenus aux États-Unis. TikTok est une menace pour notre sécurité nationale car il appartient à ByteDance qui exécute les ordres du Parti communiste chinois. Nous le savons parce que les dirigeants de ByteDance le disent et parce que la loi chinoise l'exige. Ce projet de loi oblige donc TikTok à rompre avec le Parti communiste chinois. Autour de la Chine de rétorquer, accusant les États-Unis de menacer les principes de concurrence loyale. L'adoption de ce projet de loi par la Chambre des représentants des États-Unis permet aux États-Unis de se placer à l'opposé des principes de concurrence loyale et des règles du commerce international. Une large partie de la classe politique américaine soupçonne le mastodonte des réseaux sociaux de récolter et de transférer les données des Américains vers la Chine. Le projet de loi n'est pas encore en vigueur. La Chambre des représentants américains donne à l'application 6 mois pour se soumettre à la nouvelle loi américaine. Au Liban, le mouvement de dollarisation de l'économie prend de plus en plus d'ampleur. L'entreprise publique électricité du Liban libelle désormais ses factures en dollars aux côtés de la livre. Un pas de plus dans la juxtaposition des deux monnaies dans les échanges et la gestion financière quotidienne, au point que certains experts s'attendent à ce que le billet vert devienne une monnaie nationale à part entière au pays du cèdre. Kherdim Batacha. Le Liban avance à grands pas vers une dollarisation stricto sensu de son économie. Pour la première fois de son histoire, le pays libelle ses factures en dollars américains qui apparaît à côté de la livre, monnaie nationale du Liban. Électricité du Liban, fournisseur public d'énergie, permet désormais à ses clients de régler le montant de leurs factures en billets verts. Voilà qui conforte la monnaie américaine sur la place financière libanaise, elle qui subit depuis de longs mois les contre-coups d'une hyperinflation devenue incontrôlable avec son cortège de conséquences sur l'économie nationale, à commencer par l'effondrement du pouvoir d'achat chez les ménages. Est-ce que le dollar américain est en passe de devenir une monnaie nationale au Liban? Les experts l'envisagent sérieusement. En politique monétaire, le mouvement de dollarisation d'une économie fait son chemin lorsque la monnaie locale n'arrive pas à assurer ses fonctions principales que sont l'intermédiaire des échanges, payés, l'unité de compte et la réserve de valeur stockée. Au Liban, la livre est fragilisée au point de ne plus pouvoir assurer correctement ses fonctions essentielles à l'économie de tout pays, laissant le champ libre au dollar. Il est désormais utilisé quotidiennement pour les transactions en substitut de la livre libanaise dont la valeur s'est effondrée. Une large part de la population sans accès aux billets verts reste cependant exclue de cette équation. D'autant plus que les prix du change ne sont pas stables en raison de l'inflation. L'idée d'une dollarisation intégrale de l'économie fait cependant son chemin au Liban. Et les gens se sont orientés petit à petit vers une dollarisation accrue qui aujourd'hui a atteint à peu près 85 à 90% des transactions financières locales au pays du Cèdre. Donc cette dollarisation est le fruit systématique de ce manque de confiance dans la livre libanaise parce que en fait la Banque centrale libanaise n'a pas eu une politique monétaire constante vis-à-vis en fait ni de sa livre libanaise ni de sa gestion de la crise économique. Car celle-ci s'inscrit déjà dans le temps. Après le processus de l'unification des taux de change entamé par la Banque du Liban en 2023, et ce afin de tourner la page de la multiplication des taux, le gouvernement de Najib Mikati projetait en février dernier de fixer le taux de change du dollar bancaire, appelé aussi l'ollar, à 25 000 livres. Selon les experts financiers, en voulant instaurer un taux intermédiaire fixé à 25 000 livres pour un dollar, pour que des déposants puissent retirer en livres une partie des quelques 90 milliards de dollars qui sont encore bloqués dans les banques,
Le gouvernement va donc à contre-courant de ce que la BDL tente de mettre en place et que le Fonds monétaire international recommande aux pays de faire. Et en parlant d'économie, le ministre algérien de l'économie, de la connaissance et des start-up, Yassine Oualid, a pris part ce jeudi aux travaux d'une réunion ministérielle consacrée aux opportunités de développement de la coopération africaine dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le cadre de sa participation à la conférence GIEC plus Africa qui se tient actuellement au Cap, en Afrique du Sud. En marge de cette réunion, le ministre algérien a procédé à la signature d'un mémorandum d'entente sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière de start-up et d'innovation avec la partie sud-africaine. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.